Aux pages 64 et ensuite 65, on va maintenant compléter la situation 3 de la section 1.5 de Séguin qu'on avait débuté en classe. Donc, on va se rappeler rapidement c'était quoi. C'était 4 particules, une configuration de 4 particules qu'on donne les charges et les positions. Et là, on nous demande quelle est la force sur la particule D. Donc, elle est sous l'influence de 3 autres particules. Étant donné qu'on passe par les champs électriques, ce serait faisable avec le chapitre 26, mais là, on s'oblige à passer par les champs électriques. Je vais calculer le champ électrique créé par les 3 autres particules. Je vais les combiner. Puis après les avoir combinés, bien là, je peux utiliser la formule du présent chapitre. Donc, présent chapitre me bloque parce que je ne connais pas le champ résultant en D. Le champ résultant en D, c'est la combinaison des champs créés par les 3 autres particules. On a appliqué la formule qui nous donne E pour une particule. On l'a appliqué 3 fois, je m'en vais à la page 65. On l'a appliqué 3 fois. A sur D, c'était facile, puis ça nous donnait une valeur directement sur un axe. C sur D, même chose. B sur D, ben, c'était une diagonale, donc on a fait de la trigonométrie un petit peu à l'aide du théorème de Pythagore là, pour calculer à quel endroit qu'elle est. Et on a même calculé son angle là, à partir de l'angle d'un vecteur. On va continuer à partir d'ici. Je vous rappelle donc, je connais le module de ce vecteur-ci. Valeur, c'est le 688, non, c'est le 720 qui est ici. Je connais son angle, mais pour pouvoir l'additionner avec tout en I, le vecteur qui était ici tout en J, puis le vecteur qui était ici tout en I, ben, je suis obligé de le décomposer. Donc, prochaine étape, décomposition sur l'axe des X. Donc, formule tirée de l'annexe sur les vecteurs. Décomposition sur l'axe des X, cela se fait comme ça. Je l'applique à mon vecteur B sur D que je dois décomposer. Donc, un peu long à écrire. De toute façon, je serais peut-être capable de sauter cette étape-là pour aller directement aux chiffres. Fait que là, j'aurais juste le premier terme à écrire, puis je pourrais écrire juste les chiffres. Quand on me demande des endroits où on peut couper des fois, ben ça serait peut-être un endroit où ce que je couperais, puis qu'il n'y a aucune erreur tant qu'on transcrit les bons chiffres. Il n'y a pas d'erreur. Puis là, on voit qu'en X, je suis négatif, ce qui est cohérent avec le vecteur qui est ici, pointe vers l'arrière. Donc, c'est normal qu'en X, je sois négatif. Je fais la même chose en Y, BD sur Y. Encore une fois, j'accepterais quand même que cette ligne-là ne soit pas écrite, pourvu qu'on ne fasse pas d'erreur sur la dernière ligne. Et j'ai une valeur positive en Y. C'est cohérent avec un vecteur qui pointe légèrement vers le haut. De mes deux derniers résultats, donc là, je pourrais l'écrire si je veux en termes de, un peu comme j'ai fait pour ceux-là d'en haut, que je les ai transformés en I puis en J. Ben, lui ici, ce vecteur-là, B sur D, que j'ai sa composante Y puis sa composante X, je pourrais le décomposer en I et en J. Encore une fois, la première ligne, je pourrais toujours m'en passer. Dire que EB sur D, ben, c'est 576 qui est là, en I, donc il va vers l'arrière. Et c'est le 432 qui est là, en J, qui va vers le haut. Et maintenant que les 3 vecteurs sont exprimés en I et en J, je pourrais les additionner, tout ramener dans l'équation 2. Page 64, l'équation 2, c'était l'équation que j'avais ici. Là. Donc, j'additionnais vectoriellement mes 3 vecteurs. Donc, EB sur D, c'était le premier vecteur en haut, le 1000J. Je ne sais pas si c'est lui que j'ai écrit en premier. Non, j'ai écrit les vecteurs, j'ai écrit le 1688 I en premier. J'ai préféré écrire du I. Le 1000J, c'est le deuxième. Excusez si je me promène d'en haut en bas, ça doit être hallucinant quand on écoute une vidéo. Plus maintenant le moins 76i plus le 432j. Fait qu'une addition vectorielle, je peux l'exprimer comme ça. Pourquoi je l'ai mis comme ça? C'est pour avoir les i sur la même colonne puis les j sur la même colonne. Ce qui me permet de dire ce chiffre-là moins celui-là va me donner ma réponse en i. Puis ce chiffre-là plus ce chiffre-là va me donner ma réponse en J. C'est étonnant, mais il faut passer par des étapes comme ça. On peut le faire un peu différemment, mais toutes ces étapes-là font partie du raisonnement, quelle que soit la façon qu'on va le présenter. Là, j'ai besoin de connaître le module. Maintenant que j'ai utilisé les composantes pour les additionner, c'est le seul chemin que je peux prendre. Je peux recomposer parce que là, j'aimerais savoir un chiffre unique, dire c'est quoi le module qui existe à cet endroit-là. Donc, c'est le module d'un vecteur basé sur le théorème de Pythagore, ax carré plus ay au carré. Donc, je l'applique à mon 112 que j'ai ici par mon 1432. Encore une fois, la partie ici pourrait toujours être sautée là, quand on cherche à trouver des endroits où sauter quelques étapes. Maintenant que je connais cette valeur-là, je vous rappelle à la page 64,
que c'est ce qui me manquait pour calculer mon FED. Donc, je vais prendre ce résultat-là, puis je vais le ramener dans ma première équation. Je l'ai retranscrit là, pour ne pas avoir justement de basculer sur l'autre page. Mais j'avais une moins 4 microcoulombs, mais de toute façon, c'est la valeur absolue. Multiplié par 1813, ben, ça me donne ma valeur que j'ai exprimée ici en millinewton. C'est pas souvent que je fais ça, mais je l'ai exprimé directement en millinewton ici, plutôt que d'écrire x 10 à la moins 3 newton ou d'écrire 0, quelque chose, parce que c'était x 10 à la moins 3. Quand je veux connaître toute l'information d'un vecteur, ben, c'est à la fois son module, mais aussi son angle. Donc, encore la révision de vecteur. Si je voudrais connaître son angle de ce vecteur-là pour bien le dessiner sur un schéma, ben, l'angle, c'est AY sur AX. Donc, appliqué à ce problème-là, c'est petit un peu, mais j'accepterais de toute façon qu'on ne l'ait pas écrit. Donc, on va le grossir une petite affaire. Donc, le E résultant des Y divisé par le E résultant des X. C'est mes deux valeurs là, que j'avais, le 1432 puis le 1112. Je rentre ça dans une calculatrice, puis je vais obtenir 52,2 comme degré. Je dois toujours me demander si c'est le bon degré pour mon problème, parce que les calculatrices ne sont pas intelligentes. Ils nous donnent le premier angle, mais ils ne donnent pas tous les angles qui donneraient le même résultat. Donc, je vous rappelle que ça, c'est l'angle calculé avec le E. Donc, c'est l'angle de E est à 52 degrés. Je vais sur mon dessin. 52 degrés, c'est quelque chose qui pointe dans le coin ici. Bien, quand j'additionne ces trois vecteurs-là, oui, ça m'apparaît logique que je puisse pointer dans le coin ici. Donc, mon angle 52 degrés me semble bon. À côté, j'ai grossi un petit peu mon dessin. Donc, ça montre justement là, que j'accepte ma valeur dans le coin ici là, de 52,2 degrés. Évidemment, c'est le vecteur force que je cherchais. C'est une particule qui est négative. Hein? QD, caché en arrière ici, c'est une particule négative. Donc, il y a une loi qui nous dit qu'il y a une inversion entre le E et le F quand on a une particule négative. Donc, mon FED est vers l'arrière, c'est-à-dire qu'il est à 180 degrés plus loin.